Bonjour à tous. Je me présente Benoît Gauthier, je suis le chef du service économique régional pour l'Asie du Sud en poste à Delhi. Et avec Eric Fajol, qui est le directeur de Business France pour l'Asie du Sud également, ainsi qu'avec Jérôme Laplagne, qui représente la société Envea, nous allons avoir le plaisir d'animer ce séminaire ou ce petit atelier consacré à l'Asie du Sud. Notamment sur ces enjeux, je dirais, d'accès au marché pour l'offre française. Je vais commencer par faire une petite présentation de la situation macroéconomique et ensuite je donnerai la parole à Eric Fajol qui complétera sur les aspects, je dirais, priorités sectorielles pour la pénétration du marché. Et ensuite, nous demanderons à notre grand témoin, Jérôme Laplagne, de témoigner de son expérience d'utilisateur de FASEP sur un pays compliqué comme l'Inde. Alors, quelques mots sur la situation macroéconomique. Premier slide, donc, très rapidement, l'Asie du Sud a fortement souffert de l'impact des vagues successives de la pandémie Covid, avec, dans l'ensemble et de manière très générale, un choc brutal sur les économies en 2020, la première vague, et notamment sur l'Inde en particulier, qui a accusé une récession de 7% de sa croissance pendant l'année 2020, suivi ensuite d'une très très forte reprise, à peu près générale dans toute la zone, mais surtout là encore en Inde, puisque en 2020-2021, donc le PIB indien aura progressé de plus de 9%. Alors, quels sont très rapidement les secteurs les plus touchés par la crise Covid? Les services, évidemment. Le tourisme, qui a accusé une très très forte baisse dans l'ensemble des pays de la zone, et notamment les pays très touristiques comme les Maldives ou le Sri Lanka, l'Inde également, bien évidemment. Et des facteurs en revanche plus positifs, le Bangladesh a bien résisté au choc de la crise Covid. Il n'a pas connu une récession, tout simplement parce qu'il n'est pas très touristique et pas très orienté vers les services. Enfin, dernier point signalé, les transferts de la diaspora ont joué un rôle fondamental d'amortisseur de la crise, puisqu'ils représentaient 2% du PIB pour l'Inde en 2020, 7% pour le Bangladesh et jusqu'à 23% pour le Népal. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, un petit mot, sur l'inflation. La reprise consécutive à la crise Covid a provoqué une presque flambée d'inflation, qui, notamment au Pakistan, qui semble vouloir s'installer dans la durée. J'y reviendrai plus tard. Alors, quelles ont été les mesures de relance et d'accompagnement par les gouvernements, donc du choc induit par la pandémie sur l'économie? Les autorités des pays de la zone ont toutes fait le choix de politiques budgétaires expansionnistes, c'est-à-dire qu'elles ont fait de la dépense pour soutenir les économies, à la fois pour répondre à l'urgence sanitaire, bien évidemment, mais aussi pour soutenir l'activité, notamment des secteurs les plus touchés. Cette politique budgétaire expansionniste s'est accompagnée en parallèle de politiques monétaires accommodantes, c'est-à-dire qu'elles ont laissé filer, elles ont injecté la liquidité dans le marché, bénéficiant à l'époque de l'abondance des liquidités sur le marché international. Alors, ces mesures de soutien se sont traduites d'une part par des poussées d'inflation, notamment dans les pays où le marché était incapable, si je puis dire, d'absorber cet excès de liquidité injecté dans l'économie, et d'autre part, elles se sont traduites par une envolée de la dette publique, puisque, par exemple, pour l'Inde, qui est le premier pays concerné par cette politique de dépenses publiques, désormais, la dette publique tangente les 90% du PIB, avec des perspectives de réduction de la dette sur le moyen terme relativement difficiles. Alors, deux pays ont particulièrement souffert du choc et des mesures d'accompagnement, c'est le Pakistan et le Sri Lanka, qui aujourd'hui sont confrontés à un risque souverain très sérieux
Le Pakistan est en négociation avec le FMI pour la mise en place d'un programme d'urgence. Et le Sri Lanka, après avoir longuement hésité à s'engager également dans une discussion avec le FMI, très récemment, a fait les premiers pas en direction donc d'une négociation pour un programme d'urgence. Là encore, compte tenu de la situation extrêmement dégradée de ses finances publiques. Alors, sur le plan commercial, l'Asie du Sud se caractérise, sur le plan de ses relations commerciales, l'Asie du Sud se caractérise par un facteur commun à l'ensemble des pays, c'est la prépondérance des relations commerciales avec le voisin du Nord, la Chine, qui est le premier partenaire commercial de la plupart des pays de la région. En 2020, les importations de produits chinois représentaient 21% des importations totales au Bangladesh, en Inde, au Népal, au Pakistan, à Sri Lanka, et tandis que les exportations de la zone vers la Chine ne représentent que 9% de ces exportations, avec en outre une multiplication des échanges par 14 en 20 ans, donc c'est-à-dire que la Chine est devenue très rapidement le partenaire commercial prépondérant de l'ensemble des économies de la région, avec un facteur aggravant, c'est que ces échanges sont profondément, je dirais, déséquilibrés à l'avantage de la Chine. Le déficit de l'Inde vis-à-vis de la Chine est aux alentours de 70 milliards, et surtout, la nature même des échanges est profondément déséquilibrée. Les pays de la zone importent des produits manufacturés à plus ou moins forte valeur ajoutée, tandis qu'eux-mêmes exportent vers la Chine, pour l'essentiel, des matières premières et des commodités, du textile, brut, des minerais, etc., des produits agricoles. Donc, un très fort déséquilibre qui, de notre point de vue, n'est pas prêt de se réduire, tout simplement parce que la structure des économies des deux partenaires, si on peut parler de partenaires, l'Asie du Sud et la Chine, induit très largement la nature de ces échanges. Alors, pour ce qui concerne la France, le commerce bilatéral entre l'Asie du Sud et la France se caractérise d'abord par un très fort dynamisme, puisque nos échanges ont progressé de 24% en l'espace de 10 ans, entre 2012 et 2020. Deuxième aspect, c'est que la France est en déficit structurel avec l'ensemble des pays de la zone, sauf le Népal, que la France exporte majoritairement des produits à forte valeur ajoutée vers ces pays, c'est-à-dire essentiellement de l'aéronautique, avec de très fortes commandes passées prises par Airbus, notamment sur l'Inde, avec la fameuse compagnie que tout le monde connaît désormais, Indigo, et d'autre part, des produits pharmaceutiques, pour l'essentiel, vers le Pakistan, le Sri Lanka et l'Inde également. Et puis enfin, troisième catégorie de produits, des produits informatiques. En retour, qu'est-ce que la France importe de la région, de la zone? En majorité, les produits textiles, depuis le Bangladesh essentiellement, et l'Inde, et notamment des produits textiles finis, c'est-à-dire des vêtements et accessoires, des produits chimiques et pharmaceutiques, mais plutôt, je dirais, des produits de base de l'industrie chimique et de l'industrie pharmaceutique, notamment depuis l'Inde. Next. Ce qui compense la faiblesse relative et notre déficit commercial, c'est la forte présence des investissements productifs français dans la région. L'adage qui veut que la France soit davantage un investisseur qu'un exportateur, à contrario de l'Allemagne, qui elle est plutôt un exportateur qu'un investisseur, se vérifie sur l'Asie du Sud. La France en septembre 2021, la France était le 11e pourvoyeur d'investissement direct en Inde, et avec un stock qui tangente les 10 milliards d'euros. Dans les autres pays de la zone, les IDE français ont plutôt tendance à diminuer au Bangladesh et au Pakistan, mais c'est pour l'essentiel lié, pour le Pakistan, à la dégradation je dirais de la situation économique, et au Bangladesh par le départ d'un investisseur majeur, Sanofi, qui a quitté le pays pour des raisons ne tenant pas au pays, mais à sa propre stratégie.
Slide suivante. Autre point d'attention pour des entreprises qui prospectent la zone, c'est la forte présence des bailleurs multilatéraux en Asie du Sud. Point d'intérêt pour des exportateurs dans la mesure où les bailleurs sont de très grands financeurs de projets dans l'ensemble de la région. Alors, deux acteurs majeurs émergent, c'est la Banque mondiale, évidemment, et la Banque asiatique de développement, avec un challenger nouveau qui est la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, la fameuse banque créée par la Chine dans les années 2010. À eux trois, ces trois partenaires, ces trois acteurs représentent l'essentiel des financements de bailleurs multilatéraux dans la région, avec des secteurs de concentration qui, ça n'étonnera personne, se portent essentiellement sur les infrastructures, transport, énergie, l'eau et l'assainissement. Mais surtout les deux premiers, transport et énergie. La France n'est pas absente en termes d'aide au développement de la région. L'Agence française de développement est présente dans la quasi-totalité des pays de la région et déploie des financements dans des domaines qui sont les domaines traditionnels de son intervention, l'énergie et le climat, donc ce qu'on appelle le développement durable, les transports, le développement urbain et d'autres initiatives un peu plus limitées, notamment dans l'agriculture ou la santé. Alors, quelles sont les perspectives pour, je dirais, la présence française en matière d'aide au développement? Je dirais qu'elles sont triples. D'une part, c'est le maintien évidemment de la priorité sur le mandat climat qui est donné à l'AFD sur l'Inde et l'Asie du Sud en particulier. Mandat climat veut dire décarbonation de l'énergie, augmentation des interventions dans le secteur des transports durables pour réduire évidemment l'empreinte carbone des transports et enfin intervention croissante également ou maintenue dans l'eau et l'assainissement. Alors, en termes de perspective pour l'AFD, l'Indo-Pacifique en est une, c'est-à-dire une dimension d'intervention dans notamment l'océan Indien sur des thématiques liées, là encore, à la lutte contre le changement climatique. C'est également le renforcement des interventions du groupe AFD sur le secteur privé via sa filiale Proparco, qui détient aujourd'hui un portefeuille d'environ 800 millions d'euros sur l'Inde seule. Et puis enfin, le développement de ce qu'on appelle les interventions publiques non souveraines, c'est-à-dire le soutien à des entreprises publiques sans garantie de l'État central. Alors, autre perspective que je porte à votre intérêt, c'est le renforcement de la mobilisation des instruments du Trésor. L'Inde est un pays... vous avez un peu d'avance sur moi en termes de slide, mais c'est pas grave. Donc l'Inde est un pays qui est assez compliqué pour monter un projet avec un financement du Trésor, mais précisément, compte tenu des besoins de financement, l'idée est de renforcer cette mobilisation. Alors justement, un exemple d'effet de levier du FASEP sur la présence française. Alors, mon slide est particulièrement illisible, simplement parce que j'ai voulu mettre trop d'informations dans la même page. Ce qu'il faut retenir, c'est que en termes de FASEP, qui est, comme vous le savez, l'instrument le plus flexible et le plus favorable à une première pénétration d'un marché par une entreprise française. Donc, en l'espace de 10 ans, on a financé une douzaine de projets pour un montant de l'ordre de un peu plus de 7 millions d'euros, donc avec un montant moyen de l'ordre de 600 à 700 000 euros par projet. Ce qu'on observe, donc c'est le fruit d'une analyse qu'on vient de conduire récemment au SER de Delhi. Ce qu'on observe, c'est que l'effet de levier, donc les retombées en termes de contrats pour les entreprises françaises, sont assez importants, particulièrement dans certains secteurs comme l'énergie, le transport urbain, l'eau, par exemple, mais que ces effets de levier ou ces retombées sont assez longues en réalité. Donc l'effet multiplicateur est certain, mais il n'est pas immédiat. Donc ça veut dire que dans la plupart des cas,
Le FASEP a permis à l'entreprise de remporter une affaire significative, mais seulement après de longs efforts et une pénétration lente et patiente du marché. L'autre élément à retirer également, c'est que, mais c'est quelque chose qu'on dit souvent sur la zone Asie du Sud, c'est que le temps est long en Asie du Sud, c'est-à-dire qu'il faut être patient, constant dans l'effort, parce que précisément les retombées ne sont pas immédiates. Mais ce qu'on a réussi, on arrive à démontrer, c'est qu'elles sont bien réelles. Alors, quelques conseils, puisqu'on parle de FASEP et de soutien à l'export par les instruments directs du Trésor. Je reprends un peu ce qu'a dit Pierre Elliott dans la session précédente, c'est que la première chose, c'est qu'il faut travailler en étroite interaction avec le service économique. Parce que lui seul est capable d'identifier à la fois la bonne correspondance du projet avec les orientations stratégiques du pays, mais aussi les obstacles éventuels à déjouer, la capacité notamment du bénéficiaire potentiel à mener à bien le projet, parce que par expérience, c'est souvent un problème de capacité qui explique les retards pris par un projet, et les capacités du côté du bénéficiaire, hein, pas du côté de l'entreprise, bien évidemment. Et enfin, s'agissant de l'Inde en particulier, la nécessité d'évaluer très précisément, très rigoureusement les capacités de financement, soit du bénéficiaire, soit d'un bailleur de fonds sur précisément la retombée potentielle d'une étude qui aura été financée par le Trésor. Alors, sur les prêts du Trésor, compte tenu de la situation macroéconomique et financière des pays de la zone, quelques conseils qui s'inscrivent complètement dans ce qui a été dévoilé ce matin sur la nouvelle carte 2022 de la politique d'assurance crédit de la France. Sur le Sri Lanka et le Pakistan, nous recommandons la plus grande prudence. Tout simplement parce que ce sont des pays qui sont en discussion avec le FMI pour des programmes de sauvetage ou de secours, et par conséquent, leur capacité à prendre de la dette sur des projets spécifiques risque d'être fortement contrainte. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut absolument pas regarder les opportunités, mais il faut s'entourer de précautions, notamment s'assurer que sur le secteur considéré pour positionner une offre, on a bien un financement plus ou moins garanti par notamment un bailleur de fonds. Sur l'Inde, le Bangladesh et le Népal, il y a de très nombreuses opportunités aujourd'hui. Je vais vous donner quels sont les secteurs qui, de notre point de vue, paraissent particulièrement intéressants. Mais là encore, notamment sur le Népal, une certaine prudence s'impose, tout simplement parce que le Népal est une économie relativement limitée, avec des moyens et des capacités relativement limitées également. Et donc, par conséquent, les risques, le coût de transaction sur, je dirais, la bonne fin d'un projet dans un pays comme le Népal peut s'avérer assez compliqué. Alors, quels sont les secteurs sur lesquels prioritairement on souhaite porter l'effort en matière de soutien aux exportateurs français? Tous les secteurs relatifs à la lutte contre le changement climatique et notamment la décarbonation de l'économie. La transition énergétique, sachant que dans la plupart des pays de la zone, le charbon ou en général les énergies fossiles sont encore très largement dominantes dans le mix énergétique et qu'on a un enjeu extrêmement fort qui est un enjeu global d'entraînement d'un pays comme l'Inde, c'est-à-dire d'un pays qui a vraiment une taille extrêmement importante, une taille très critique, de les entraîner donc sur un chemin qui sera long nécessairement de décarbonation de leur mix énergétique. Donc tout ce qui est relatif au climat, tout ce qui est relatif à la décarbonation, la transition énergétique, l'eau et l'assainissement qui restent des enjeux majeurs pour un pays qui est en stress hydrique, là je parle de l'Inde, l'environnement, la protection de l'environnement. Et enfin, s'agissant de l'Inde, mais aussi du Bangladesh ou du Pakistan, le développement urbain durable et notamment les mobilités urbaines durables, donc le transport au premier chef.
Enfin, des secteurs sur lesquels, avec Business France, on souhaite porter un effort particulier dans les années à venir, c'est le secteur de la santé. La France s'est montrée exemplaire dans la zone en réponse à la crise sanitaire, en fournissant des installations, notamment des générateurs d'oxygène dans les hôpitaux, etc. etc. L'idée que l'on développe avec Business France, c'est de capitaliser un peu sur cette réactivité française pour pénétrer davantage le secteur de la santé, qui est un secteur extrêmement important, notamment en Inde. Alors enfin, un dernier sujet qui est très lié à la stratégie Indo-Pacifique dont j'ai parlé un peu plus haut, c'est celui de l'économie bleue, qui prend une importance croissante, notamment dans la relation bilatérale entre la France et l'Inde, et sur lequel on distingue des opportunités sur la protection de l'environnement marin, mais aussi sur la gestion de la ressource halieutique, par exemple, ou encore sur la modernisation de la flotte, des flottes de pêche indiennes, sri-lankaises, mais également bangladaises. Alors, je vais donner maintenant la parole à Éric Fajol pour qu'il complète sur les aspects sectoriels. Éric, c'est à toi. Éric ? Il faut que je coupe là ? Il faut que je coupe. Éric, tu es muté. En attendant, peut-être qu'on va passer la parole à Jérôme. Donc, alors, en attendant que Éric nous rejoigne, j'ai l'impression qu'on a un problème avec son micro. Je vais donner la parole à Jérôme Laplagne, qui est le représentant de la société Envea, pour qu'il nous fasse part de son retour d'expérience sur l'utilisation du FASEP en Inde. À vous, Jérôme. J'avais une présentation. J'avais quelques slides. Merci. Donc, je suis Jérôme Laplagne. Donc je travaille comme un manager pour le compte de la société Envea. D'accord. Donc, je remercie bien sûr Business France de nous avoir invités à cet atelier pour témoigner de nos activités sur l'Asie et sur les aides dont on a pu bénéficier sur la zone. Donc, je démarrerai cette courte présentation en expliquant un petit peu les activités de la société Envea. Donc, Envea, c'est une société française qui propose des solutions de mesure pour les industries et pour l'environnement, donc qui a plus de pratiquement 45 années d'expérience dans le domaine. Donc, c'est une PME donc, qui est devenue un groupe international. Donc, aujourd'hui, le groupe comprend la maison mère qui est située à Poissy, en région parisienne, mais également des filiales, une filiale aux États-Unis, 3 filiales en Europe, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, et en Asie, bien sûr, 2 filiales, une en Inde et une en Chine. Donc, nous sommes présents dans plus de 100 pays, à travers un réseau de distributeurs, à travers nos filiales, et le groupe aujourd'hui comprend plus de 700 collaborateurs dans le monde.
En Europe, nous avons plusieurs centres de R&D et pôles de production, donc avec des spécificités selon les équipements qui sont fabriqués. Donc tout est fabriqué en Europe. Nous avons dans les autres filiales principalement des pôles d'intégration de systèmes, mais tous les équipements de mesure sont quant à eux fabriqués en Europe. Donc quelques chiffres sur le groupe. Donc un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros consolidé en 2019. Croissance du chiffre d'affaires aussi importante à pratiquement 10%. Un investissement très important dans la recherche et développement qui est nécessaire dans le domaine dans lequel on œuvre. Et avec ces pratiquement 45 années d'expérience, nous avons livré plus de 40 000 systèmes de mesure pour surveiller la pollution dans les principales villes du monde. Et au niveau des industries, on a pratiquement 30 000 systèmes de mesure des émissions installés sur différents types d'industries. Nous travaillons sur 4 principaux métiers. Donc, le premier, c'est la surveillance de la qualité de l'air ambiant. Donc, à travers la fourniture de systèmes de mesure de la qualité de l'air pour mesurer les polluants qui sont réglementés. Donc, nous fabriquons des analyseurs et ce qu'on appelle des microcapteurs. Donc, le deuxième métier, c'est la surveillance des émissions des industries. Donc, pour assurer la conformité réglementaire, donc nos principaux clients sont des clients privés. Alors là, vraiment tout type d'industrie, les incinérateurs, les centrales thermiques, les cimenteries, les raffineries. Notre troisième cœur de métier, c'est l'assurance du process, donc également pour des clients privés, donc à travers la fourniture d'instruments pour leur permettre d'optimiser tous leurs procédés industriels. Et pour compléter toute cette gamme d'équipements, nous fournissons des logiciels qui permettent l'acquisition et le traitement des données, le reporting, etc. Au niveau de nos clients privés, donc, comme je l'ai expliqué, principalement les centrales thermiques charbon, gaz ou cycle combiné, les incinérateurs, donc ça c'est principalement en Europe et par exemple en Corée. Toutes les industries chimiques, métallurgie, donc beaucoup de clients de métallurgie, par exemple en Inde, en Afrique du Sud, mais également les industries dans le domaine de l'agro et de la pharma. Donc, quelques mots sur notre activité en Asie. Donc, en Asie, notre activité elle est scindée en 4 zones principales. Donc, les 2 premières et celles qui génèrent le plus de revenus pour nous, c'est bien entendu la zone Inde, Bangladesh, Sri Lanka, donc qui est vraiment numéro 1. Ensuite, on a tout le pôle Chine, toute la partie Corée, Japon, Taïwan et l'Asie du Sud-Est qui comprend l'Indonésie, le Vietnam et la Malaisie, la Thaïlande. Donc, au niveau de ces 4 zones, la Chine et l'Inde sont vraiment en pole position. Donc, c'est eux qui vraiment génèrent une activité qui est en plus croissante. Et c'est les zones pour lesquelles nous avons décidé, il y a de ça plus de 10 ans, de mettre en place des filiales à 100%. Notre activité est également portée par certains marchés émergents qui sont dus à des nouvelles réglementations, notamment en Corée, en Indonésie et au Vietnam. Dans ces pays-là, à l'opposé d'avoir des filiales, nous avons des distributeurs intégrateurs. En Chine, donc, nous avons monté une filiale en 2009 qui est une filiale principalement axée sur la vente de matériel, donc avec uniquement une activité commerciale
Et donc, ils revendent notre matériel à des distributeurs dans chaque région, dans chaque province de Chine. Donc, ça a été un choix stratégique. Donc, la Chine elle-même a été effectivement fortement impactée par le Covid-19. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que les budgets qui étaient liés à l'assurance de l'environnement, eux, ont été faiblement impactés. Par contre, évidemment, tout ce qui était déplacement, il y a eu énormément de restrictions. En Inde, donc, nous avons une filiale depuis 2008 qui est là, pour le coup, comprend pratiquement 300 personnes, avec une fonction fortement orientée sur le service, à la différence de la Chine. Donc, service pour laquelle il y a plus de 200 ingénieurs de service dans notre filiale indienne. Donc, en Inde, ils achètent le matériel donc, de chez nous en Europe et ils intègrent afin de répondre vraiment aux exigences de leurs clients. Donc, en Inde, bien entendu, il y a un besoin de monitoring environnemental qui est très, très élevé, que ce soit pour les villes et pour les industries, comme vous le savez, avec des gros complexes industriels, notamment métallurgie et pétrochimique. Donc, quelques mots sur les accompagnements, les aides dont nous avons pu bénéficier par Business France et par le Trésor en Inde. Donc, déjà l'année dernière, nous avons coopéré avec Business France pour mener une prospection, une étude de marché dans le domaine de la qualité de l'air ambiant en Indonésie. Donc, ça a été vraiment une réussite avec l'édition d'un rapport de prospection, donc qui nous a permis d'avoir des contacts très importants et même des rendez-vous dans le pays avec les principaux acteurs, les principaux décideurs même dans le domaine de l'assurance de la qualité de l'air, domaine dans lequel nous avions justement une faiblesse. La deuxième aide dont nous avons pu bénéficier, c'est un projet FASEP Innovation Verte que nous sommes en train de mettre en place en Inde. Donc le FASEP Innovation Verte permet en fait de financer une étude et également un démonstrateur pour justement valider une technologie innovante et verte dans le pays bénéficiaire. En l'occurrence, en Inde, nous avons sélectionné comme bénéficiaire le Central Pollution Control Board. Et notre projet consiste à mettre en place une station de surveillance qualité de l'air, mais qui serait 100% autonome, alimentée à partir d'énergie renouvelable, à partir de panneaux solaires et de batteries. Voilà. Donc, merci Jérôme. Est-ce que, Eric, tu nous entends? Est-ce que tu veux intervenir maintenant? Alors, merci Benoît. Est-ce que vous m'entendez? Parce que moi, je vous entendais. C'est bon? Vous m'entendez? C'est bon? C'est bon, Benoît? Est-ce que vous m'entendez? Benoît, est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Ok, donc si vous m'entendez, je vais continuer. Bonsoir à tous. Merci Benoît. Je suis donc Eric Fagel, directeur de Business France pour l'Asie du Sud, basé à Delhi, où il est un peu tard ce soir et vous entendez peut-être les klaxons de la rue pour vous donner un peu cette ambiance d'Asie du Sud. Je vais dire un mot sur les secteurs porteurs, essentiellement pour les PME et ETI françaises, basés sur l'expérience que nous avons ici
d'accompagnement des entreprises françaises sur le territoire indien, mais également dans les pays limitrophes, et l'expérience au nom de la Team France Export. Alors, ça a été dit par Benoît, l'Inde, ça reste un marché complexe, difficile, long, extrêmement protégé, où beaucoup d'entreprises se sont essayées déjà au marché et n'ont pas forcément réussi. Mais c'est un marché qui n'est pas du tout impossible. Et les secteurs dont je vais parler sont des secteurs où nous avons des success stories d'entreprises françaises qui ont réussi à pénétrer le marché via des accompagnements de Business France ou dans le sillage des coopérations qui sont menées par l'ambassade, par l'AFD ou par d'autres acteurs publics en Inde. Juste un mot sur l'accessibilité du marché et peut-être la complexité. L'Inde a quand même gagné 67 places dans le classement East Business depuis 3 ans. Donc, ça reste encore un pays compliqué, je l'ai dit tout à l'heure, mais qui progresse et malgré des droits de douane souvent extrêmement élevés dans beaucoup de secteurs, on arrive quand même à exporter, qu'on soit un grand groupe ou une PME, sur le marché indien. Les besoins sont importants, les Indiens n'ont pas tout. Ils jouent aujourd'hui la carte de ce qu'ils appellent China Plus One, de récupérer un peu aussi des investissements industriels que beaucoup d'entreprises européennes, voire américaines, avaient jusqu'à présent en Chine pour essayer de les attirer sur le territoire indien. Et c'est là où, par rapport à la Chine, ils n'ont pas forcément toutes les technologies sur place ou tout l'accompagnement et la logistique nécessaire pour rivaliser comme hub industriel régional avec la Chine. Ça peut être aussi, et je tiens à le souligner, des coopérations intelligente avec parfois des possibilités de sourcing. Alors, c'est pas un mot qu'on aime beaucoup dans notre organisation, mais on a vu des PME rentrer sur le marché indien, à la fois avec des questions de sourcing, justement pour remplacer des sourcings chinois, mais aussi et en même temps développer du business ici pour des exportations françaises. Et l'adéquation des deux a permis à certaines entreprises de réussir. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont faites par nos collègues des services de coopération scientifique et académique. Il y a beaucoup de programmes de formation, de recherche et d'échanges universitaires avec les Indiens. Là aussi, ça crée des liens assez forts avec l'industrie. On a également pas mal d'investissements indiens en France. Il y a de grands opérateurs indiens, opérateurs industriels qui sont présents sur le territoire français, qui peuvent être aussi un premier démarrage d'une expérience en fournissant la filiale en France et en s'associant avec un grand groupe indien basé sur le territoire français. On a aussi quelques exemples là-dessus. Je dirais que le marché, nous, on ne vend pas le marché indien comme un marché d'1,4 milliard. On le vend plutôt comme un marché de 300, 400 millions de consommateurs pour être plus raisonnable. C'est à peu près l'estimation que font les spécialistes du secteur privé du marché indien pour des produits qui sont importés ou des solutions qui viennent de l'étranger. On a aussi, et je tiens, alors j'insiste un peu sur l'Inde, mais je vais parler des autres pays, des expériences, et je pense que c'est le modèle qui réussit aujourd'hui, d'ETI françaises, accompagnées par les équipes TFE et en particulier BPI et des banques françaises qui font des acquisitions intéressantes en Inde pour pénétrer ce marché assez rapidement. Il y a eu 4 ou 5 acquisitions en fin d'année dernière dans des secteurs, souvent dans l'industrie d'ailleurs, dans le packaging ou encore dans le digital. Et ça, c'est aussi une solution qu'on encourage. On peut aider les entreprises à faire des recherches de cibles, à faire des mappings de la concurrence indienne pour voir quelles sont les entreprises qui sont leaders sur le marché indien. Sur les secteurs proprement dit, on a effectivement, comme le disait Benoît, une forte coopération aujourd'hui dans le domaine de la santé, qui était plutôt des actions de solidarité Covid qu'on souhaite transformer pour créer une coopération qui permette, notamment hospitalière, à des PME, notamment celle du French Healthcare, de se positionner sur des grands projets hospitaliers indiens, sur de la biotech ou des fournitures des grands labos pharmaceutiques indiens qui fournissent d'ailleurs toute la région, Bangladesh, Sri Lanka compris. On est aussi dans le secteur de la personne,
assez active dans tout ce qui concerne la cosmétique. Il y a une grosse demande en cosmétique pour des produits importés. C'est le cas aussi sur certains pays limitrophes. Là, on va mettre un booster dans le domaine de la santé. On a réussi à placer des PME dans le domaine de l'équipement médical, lié à l'oxygène, bien évidemment, mais pas uniquement. Le sport est aussi un secteur qui, dans la perspective des JO, intéresse beaucoup les Indiens. Et dans le sport, on fait d'ailleurs des missions régionales, Inde, Sri Lanka, voire Maldives. Dans le domaine industriel et environnement, le premier, Benoît l'a dit, poste à l'exportation, pour les Français, c'est l'aéronautique pour l'ensemble de la zone. Il y a des gros marchés qui sont en train d'arriver sur la réparation et la maintenance aéronautique, qu'on appelle MRO. C'est notre priorité sur le marché indien, mais sur le Bangladesh, on voit aussi les activités des grands groupes tels que Airbus, qui se sont positionnés aussi dans d'autres pays de la région. Tout ce qui est solutions industrielles, on le voit dans les exportations aussi, les machines, les solutions techniques, les softwares pour l'industrie du futur, l'industrie 4.0. Là aussi, l'Inde a besoin de technologies pour moderniser son industrie et faire de la transition digitale au sein de cette industrie qui reste quand même une industrie de main-d'œuvre pas chère et de solutions assez basiques où la France et les PME françaises peuvent apporter un plus sur l'outil industriel indien et leur fameux programme de Make in India. La ville, ça a été dit aussi par Benoît, c'est une des actions de l'AFD importantes. Tout ce qui est Smart City, on a accompagné aussi pas mal d'entreprises pour se positionner sur les gros marchés d'infrastructures, que ce soit dans l'aéroportuaire, qui est une prochaine mission qu'on va faire, que ce soit dans les infrastructures routières également, ou ferroviaires. On a un booster dans le domaine de l'environnement et je trouve que l'exemple d'Envea est assez significatif de la façon dont PME française peut bénéficier à la fois du service économique, de BPI, de Business France et de l'AFD aussi, en s'inscrivant dans toutes ces actions de coopération et finalement de financement de programmes indiens dans le domaine de l'environnement. Là aussi, c'est un secteur, tout ce qui est lié au climat, qui est important. On a de belles réussites. Je citerai un exemple d'une société, une ETI de Grenoble, qui fait la transformation de moteurs thermiques en moteurs électriques pour des rickshaws. On accompagne aussi une entreprise de câblage actuellement à Bangalore pour un investissement industriel. C'est le secteur qui marche le mieux, c'est tout l'équipement industriel. Les nouveaux enjeux, bien évidemment, sont le solaire, l'hydrogène et le nucléaire. Donc, toutes les énergies renouvelables ou énergies propres sont aussi une priorité, à la fois pour l'Inde, mais pour les pays voisins. Un petit mot sur l'agro. Le secteur qui marche bien, c'est les vins et spiritueux. Les vins et spiritueux, nos exportateurs français arrivent à vendre sur le marché indien, au Sri Lanka également, où on a accompagné cette année, en fin d'année dernière, des missions sur les deux pays. C'est beaucoup plus difficile et voire impossible d'exporter des produits finis alimentaires. Il y a quelques expériences réussies dans les équipements agro-industriels. C'est là où on peut pénétrer le marché. Je pense au secteur du froid, mais également des solutions dans la sécurité alimentaire, tout ce qui est normes. Un peu pour permettre, avec ces grandes réformes plus ou moins avortées, mais qui vont se faire tôt ou tard en Inde du secteur agricole, doter l'Inde d'une capacité d'exportation de produits transformés, alors que c'est un grand exportateur agricole pour l'instant. Donc, ils ont beaucoup d'efforts à faire, notamment pour répondre en termes de normes à des exigences de marché externe. Le Bangladesh aussi est assez demandeur. On a mené plusieurs actions dans le domaine de l'équipement agricole, voire des produits finis sur le Bangladesh et le Sri Lanka également dans les intrants pour l'agriculture, où là aussi il y a quelques opportunités intéressantes. Peut-être dernier secteur important pour la zone, c'est quand même un pays qui est connu pour toute son industrie digitale. Il y a une explosion du nombre de licornes en Inde qui est assez fantastique, une présence française très forte dans le domaine de la tech, où là aussi, avec la French Tech,
on amène des sociétés dans des solutions de fintech, des solutions pour le e-commerce, des solutions de paiement où on a eu des accompagnements réussis, des implantations réussies de sociétés françaises sur un secteur qui reste quand même assez challenging en Inde, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs. Il y a eu beaucoup d'investissements américains récemment, mais comme il y a une volonté d'être un peu indépendant vis-à-vis d'une présence chinoise assez forte dans ce domaine depuis quelques temps, on a remarqué que depuis 2 ans, la relation Inde-Chine permet aussi à des sociétés européennes et américaines de rentrer sur le marché, où on a d'ailleurs un accord bilatéral dans le digital assez important avec les Indiens. Voilà, je terminerai par peut-être ce qu'on peut faire pour les sociétés françaises. Alors, je parle encore une fois au nom de la Team France Export, c'est-à-dire Business France avec les 8 référencés sur le marché indien, dont l'IFCI, qui est la chambre de commerce bilatérale installée en Inde, mais également on travaille pas mal avec la chambre de commerce bilatérale au Bangladesh. On a un représentant qui est une société privée au Sri Lanka qui nous aide à accompagner les sociétés sur le terrain. Nous, on est présent sur 4 bureaux sur le marché indien, Delhi, Bombay, Bangalore et Chennai. Et vous pouvez tous bénéficier, on en a délivré cette année un certain nombre, du chèque relance export, qui est un autre moyen de financer la prospection et d'avoir une aide de l'État pour financer la prospection. Et enfin, je terminerai par ça, le VIE que certaines PME ETI françaises aussi prennent pour les représenter sur le marché indien. On a des VIE au Népal, au Bangladesh, au Sri Lanka, en Inde, parfois avec des casquettes régionales, et ça peut être aussi une solution pas très chère par rapport à un expatrié plus senior pour se développer dans la zone. Voilà, merci. Voilà. Merci, Eric. Merci. Merci, Eric. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, comment voyez-vous la situation au Sri Lanka actuellement? Eh bien, écoutez, on m'entend là? C'est bon? La situation est particulièrement compliquée au Sri Lanka, comme je disais pendant ma présentation, du fait tout simplement du caractère non soutenable du niveau d'endettement public qu'a atteint le pays. Comme vous le savez, le Sri Lanka, après la guerre civile, a une stratégie très volontariste d'investissement dans ses infrastructures au titre de la reconstruction, mais pas seulement, et qu'il a massivement mobilisé les financements chinois. Le problème, c'est que le retour, c'est un pays qui génère peu de recettes, hormis celle du tourisme, et que bien évidemment la pandémie, les 2 années de crise sanitaire ont provoqué un effondrement complet de ces recettes liées au tourisme, et que par conséquent, il se retrouve dans une situation d'incapacité d'honorer ses engagements vis-à-vis de son prêteur chinois, principalement, ce qui fait qu'il s'est retrouvé parmi les pays les plus à risque au moment de l'éclatement de la crise, et qu'il est d'ailleurs à ce titre éligible à l'initiative du G20 sur la restructuration de sa dette. Donc, s'ajoute à cela que le pays a tardé, si je puis dire, à se rapprocher du FMI pour envisager donc un programme de restauration de ses finances publiques, et qu'aujourd'hui, il bénéficie de l'aide de l'Inde et de la Chine pour, en quelque sorte, honorer ses engagements les plus urgents, mais que fondamentalement, il y a un effort très, très structuré de restauration de ses finances publiques à envisager. Donc, je pense qu'aujourd'hui, sous réserve d'identifier des financements garantis sur les projets, la prudence s'impose quand on considère des interventions sur ce pays. Y a-t-il d'autres questions? Alors, sur
Mis à part l'aéronautique, quels sont vos autres principaux secteurs? Je pense que Eric a très largement répondu à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'auditoire? Non, je n'en vois pas. Bien évidemment, donc, je rappelle que si vous souhaitez développer une activité de prospection sur le pays, c'est à Business France qu'il faut s'adresser. Que si vous avez un projet qui nécessite un appui financier, c'est au service économique régional qu'il faut s'adresser, mais que bien évidemment, de toute façon, Business France et le service économique régional travaillent main dans la main et que par conséquent, on assurera un suivi étroit de vos projets, chacun pour ce qui nous concerne. Alors, vous avez la blue economy d'une part, le protectionnisme d'une autre. Un commentaire sur le protectionnisme spécifique à ce secteur. Alors, je salue Monsieur Jouin, que je connais très bien. Alors, sur la blue economy, donc la blue economy, vous le savez, 2022, ça sera l'année de l'océan, puisqu'on commence cette semaine même par un sommet sur le sujet. L'océan est au cœur de toutes les attentions pour ce qui concerne la lutte contre le changement climatique, puisque c'est un des principaux moteurs de régulation aujourd'hui du climat et qu'il est lui-même affecté par différents phénomènes. S'agissant de la blue economy dans l'acception qu'en ont des pays comme l'Inde, par exemple, ou le Bangladesh, c'est davantage considéré comme un vecteur de développement et un vecteur, je dirais, de rayonnement international, géopolitique ou géostratégique, que de maîtriser son environnement marin. Ce sur quoi on travaille en Inde sur l'enjeu de la blue economy, c'est d'une part à des actions visant à restaurer la qualité de l'environnement marin qui est profondément affecté par les pollutions marines, mais aussi par la surpêche, notamment dans les zones territoriales indiennes. Mais c'est aussi de travailler avec eux sur le renforcement des systèmes de surveillance et de prévention justement des risques environnementaux sur leur espace marin. Alors, s'agissant de protectionnisme, comme l'a rappelé Eric, l'Inde aujourd'hui a adopté des stratégies de développement et d'industrialisation qui sont très largement fondées sur la protection et l'encouragement des secteurs nationaux dans différents domaines, dont évidemment dans le domaine industriel. Alors, ces fameux programmes, c'est ce qu'on appelle le Made in India, qui requiert, en fonction des secteurs, des pourcentages plus ou moins importants de contenu local et qui, évidemment, sur un plan parallèle, impose de façon extrêmement restrictive à l'importation des produits concurrents des secteurs sur lesquels l'Inde fait porter son effort. Donc, c'est évidemment un enjeu majeur que, vous savez, on essaye de traiter à différents niveaux. D'abord au niveau européen par la reprise de la négociation d'un accord de libre-échange, mais dont on sait qu'il prendra du temps. Et ensuite au niveau, je dirais, local, quand une entreprise française veut pénétrer le marché, durablement, comme je suis tout à fait d'accord avec Eric là-dessus, le meilleur moyen d'entrer durablement sur le marché indien, c'est aujourd'hui de s'inscrire dans ces stratégies de localisation de production industrielle, notamment en passant par un partenaire qui peut vous apporter en quelque sorte les pourcentages de Made in India nécessaires à passer sous les fourches codines du gouvernement. Mais il n'en reste pas moins que le marché indien reste un marché très protégé, que ce soit sur le plan tarifaire ou sur le plan non tarifaire, par des réglementations qui ne sont pas conformes avec les réglementations internationales, et que par conséquent, c'est une donnée qu'il faut avoir bien, je dirais, intégrée dans son business plan si on veut pénétrer durablement et de manière réussie ce marché. Est-ce que je suis... Non, voilà.
Il n'y a pas d'autres questions et nous avons un petit peu débordé le temps qui nous était imparti. Donc, je vous propose d'en rester là. À moins, Eric, si tu veux rajouter un mot. Non, c'est parfait. Je pense OK. Donc, je voudrais remercier Jérôme Lapalagne, notre témoin, pour son retour d'expérience sur l'utilisation, si je puis dire, des instruments d'accompagnement à l'export, tant ceux de Business France que ceux du Trésor. Je vous remercie tous pour votre participation et je vous dis à bientôt en Inde ou au Bangladesh, nous l'espérons. Merci beaucoup. Au revoir. C'est bon.